Je vous propose de commencer en ayant petit comité. Je vais vous présenter mon ouvrage sur le peintre du Puy-en-Velay, Guy François, donc un peintre français de la première moitié du XVIIe siècle. Il est né sans doute en 1578. Je dis sans doute parce que les registres du baptistère Saint-Jean au Puy-en-Velay sont perdus pour cette période-là, mais on sait que ses parents, Armand François et son épouse, donc, se marient un peu plus d'un an auparavant, et on sait que dans son testament, en 1650, il dit avoir donc 77 ans. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur Guy François, je crois que ça n'aurait sans doute pas énormément d'intérêt. En revanche, je vais essayer de vous montrer comment j'ai construit ce livre et pour quelles raisons. Et je vous donnerai quand même quelques éléments de biographie, naturellement, sur Guy François. Alors, ici, au château de Fontainebleau, ça pourrait paraître un peu curieux d'évoquer Guy François, ce peintre caravagesque. Je mettrai des guillemets à caravagesque et je vous expliquerai pourquoi. Mais en réalité, Guy François a été un des premiers, sinon le premier, à introduire le caravagisme en France. Donc Caravage meurt en 1610. Guy François est allé à Rome, il a sans doute connu Caravage, on n'a pas d'archives qui nous le prouvent. On sait qu'il est à Rome, ce peintre Guy François, en 1608, donc 2 ans avant la mort de Caravage. Il côtoie les grands peintres de cette époque, ce creuset qu'est la peinture européenne. À ce moment-là, donc, dans le premier quart du XVIIe siècle, Rome est véritablement le creuset de la peinture européenne. Tous les grands artistes européens convergent vers Rome et Guy François donc, est à Rome en 1608. On le sait par des archives de l'Académie de Saint-Luc à Rome, où le jour de la fête de Saint-Luc, Guy François verse son obole, et donc ce qui atteste de sa présence. C'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas à quel moment il est arrivé et on ne sait pas à quel moment il en est véritablement reparti. La seule chose qu'on sache, c'est qu'il est de retour dans sa ville natale, le Puy-en-Velay, en 1613. En 1613, on a des archives qui attestent donc de la présence du peintre à nouveau dans sa ville natale. Et ensuite, il n'en bougera pas jusqu'à sa mort en 1650, sauf pour de brefs voyages, pour des chantiers vraisemblablement à l'extérieur. Je pense à Toulouse, à Cahors, et les autres œuvres qu'on a de Guy François ne permettent pas de penser qu'il a quitté sa ville. En réalité, Guy François a réussi à se créer un réseau de commanditaires extrêmement important à travers tous les ordres religieux de la contre-réforme catholique. Et de ce point de vue-là, Guy François est certainement le principal représentant des artistes ayant travaillé pour la contre-réforme catholique dans la première moitié du XVIIe siècle en France et pour tout ce qui est le sud de la Loire. Il n'est jamais monté à Paris. On n'a aucune trace de lui, ni dans les archives, par exemple, de l'Académie de peinture, qui est créée en 1648, un peu avant sa mort. Donc il n'a pas essayé de faire carrière à Paris. Il est resté au Puy-en-Velay. C'est peut-être un des drames de sa vie, en ce sens que il n'a pas été confronté à la concurrence d'autres artistes, et grâce à son réseau d'ordres religieux, les jésuites principalement, mais aussi les carmes, les visitandines, enfin bref, tous ces ordres qui ont travaillé pour à mettre en œuvre la contre-réforme catholique, grâce à ce réseau de commanditaires, donc Guy François a travaillé pour tout le grand sud-ouest de la France, pour la vallée du Rhône, jusqu'à Montpellier, Toulouse, en passant par donc Cahors, Bordeaux. Et naturellement, sa principale aire de diffusion a été son Velay natal, qui correspond au département de la Haute-Loire actuel, une partie du département de la Haute-Loire, et puis l'Auvergne adjacente,
On trouve des tableaux jusqu'à la limite de l'Auvergne et du Bourbonnais, enfin du Berry plutôt. Et puis de l'autre côté, donc la vallée du Rhône, où là il y avait une sacrée concurrence avec tous les peintres lyonnais et tous les artistes qui descendaient ou qui remontaient d'Italie et qui s'arrêtaient dans la vallée du Rhône. Alors je dis que ici, après tout, ce n'est pas incongru de parler de Guy François à Fontainebleau, puisque Fontainebleau est en quelque sorte le creuset de ce qu'on appelle la seconde école de Fontainebleau, donc la fin de la période maniériste dans l'art français, une période où la forme l'emporte sur le fond et où les grands artistes de l'époque, les Martin Fréminet, les Toussaint Dubreuil, les Henri Le Rambert, tout ça des noms qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, décorent Fontainebleau donc dans les années 1590, 1620 à peu près. Donc Fontainebleau a été littéralement un creuset, un grand foyer artistique à cette époque, mais c'est la fin d'une période. Et Guy François arrive donc au moment où cet art de la seconde de Fontainebleau finit par s'évanouir, par se perdre dans des questions de forme, et lui donc introduit cette nouvelle peinture complètement moderne et véritablement caravagesque, qui va donc à l'encontre de tout ce qu'on peint en France à cette époque. Alors, pourquoi ai-je fait ce livre sur Guy François ? Il se trouve que je suis conservateur général du patrimoine. Ce n'est pas un travail universitaire. Je suis conservateur général du patrimoine. Aujourd'hui, j'occupe la fonction d'inspecteur général des musées de France. Mais j'ai commencé ma carrière en 1986 de mémoire comme inspecteur des monuments historiques. Donc, lointain successeur de Mérimée, modestement. Et ma première région dans laquelle on m'a affecté a été l'Auvergne. Et j'ai découvert donc cette région, enfin que je connaissais quand même par ailleurs, mais j'ai découvert dans cette région cette peinture que je voyais dans les églises qui était connue quand même. Il y avait eu en 1974 une première exposition au musée Crozatier au Puy-en-Velay. Guy François était un artiste qui a toujours été connu au moins dans le milieu des spécialistes, qui par exemple au moment de la Révolution est encore connu à la fois au Puy et à Toulouse. Qui est cité dans les inventaires révolutionnaires, par exemple du Puy-en-Velay, comme le grand François. Donc on a toujours considéré, au moins au Puy-en-Velay, qu'il s'agissait donc d'un grand artiste. Et de fait, je ne vais pas dire le contraire, de mon point de vue, c'est un grand artiste, sans doute un des plus grands, disons du premier tiers, juste avant le retour de Simon Vouet en France en 1627, c'est un des plus grands artistes français donc de cette période. Et donc, au cours de mes tournées d'inspecteur des monuments historiques, je voyais dans des églises des tableaux qui me semblaient proches de ce qu'on connaissait par l'exposition de 1974. En 1974, on connaissait à peu près 25 œuvres de Guy François. Et en me promenant en Auvergne et au-delà de l'Auvergne, j'ai fini par rassembler un corpus d'à peu près 120 œuvres, ce qui pour un peintre de la première moitié du XVIIe siècle est relativement important. J'ai bien fait d'attendre parce qu'en plus sont sortis dans des ventes publiques en France ou à l'étranger d'autres tableaux de Guy François que j'ai réussi à identifier, et donc en constituant ce corpus, je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire, d'où l'idée de ce livre que les éditions Artena qui sont des éditions associatives, c'est une association d'historiens de l'art, conservateurs et universitaires, qui essayent de publier des monographies d'artistes, disons même ils vont jusqu'au XXe siècle, puisqu'ils ont publié assez récemment le sculpteur Bartholomé, qui est un des grands sculpteurs un peu oubliés de la première moitié du XXe siècle. Donc, je vais vous parler de montrer des œuvres de cet artiste. Il y a très peu d'œuvres de lui dans les musées. Il y a une œuvre au musée du Louvre, cette Madeleine pénitente, qui est donc présentée dans les salles de la peinture française de la première moitié du XVIIe siècle, avec Georges de la Tour, enfin avec tous ces artistes, Nicolas Tournier, les frères Lenain, etc. Donc
dans les salles du Louvre, si vous allez vous promener dans ces salles de peinture française, vous verrez cette très très belle Madeleine pénitente de Guy François que le Louvre a achetée en 1985. Et qui était à l'époque, le Louvre, enfin Pierre Rosenberg, qui était alors conservateur du département des peintures, savait très bien ce qu'il achetait, mais la peinture était vendue en vente publique comme école hollandaise du XVIIe siècle. Donc vous voyez que c'est un peintre qu'on a parfois un peu de mal à identifier, mais Pierre Rosenberg, qui est le grand savant que vous connaissez, avait tout à fait identifié l'artiste. Alors, dans sa région, comme je vous le disais, il a toujours été un artiste reconnu depuis donc, le XVIIe siècle, l'époque où il vivait. Il tenait en quelque sorte le haut du pavé au Puy-en-Velay. On faisait souvent appel à lui comme intermédiaire. Il a été élu à plusieurs reprises consul de la ville du Puy. C'était un grand bourgeois. Grâce à ses commanditaires, il était devenu très riche. Quand on compare à d'autres fortunes de peintres français de cette époque-là, il est vraiment dans le haut du panier. Et donc, jusqu'à la Révolution, ensuite au XIXe siècle et encore au XXe siècle, c'est un peintre connu et reconnu. On connaît à l'époque, avant 1974, essentiellement ces grands tableaux d'hôtels. C'est d'abord et avant tout un peintre religieux, comme je vous l'ai dit, ce peintre de la Contre-Réforme. Une de ses œuvres les plus connues, c'est la Grande Crucifixion, qui se trouve dans l'église des Jésuites au Puy-en-Velay, l'église du collège, donc collège des Jésuites. Donc, crucifixion qui est datée de 1619 précisément, elle est signée et datée 1619, c'est une commande des Jésuites. Et par rapport à ce qu'on peint à l'époque en France, donc ce que vous pouvez retrouver dans la chapelle de la Trinité, pas très loin d'ici, donc au château, on est dans quelque chose de totalement différent. D'abord, les compositions sont extrêmement simples chez Guy François. On voit tout de suite ce qu'il représente. C'est toujours des compositions extrêmement ordonnées. Le personnage central est au centre de la composition et donc la composition s'ordonne de part et d'autre. Alors pour une crucifixion, c'est pas très compliqué naturellement, mais vous allez voir que tout au long de sa carrière, il va garder ce principe d'une composition extrêmement classique en quelque sorte, alors qu'il est plutôt d'obédience caravagesque. Donc ici, le Christ en croix accompagné de la Vierge, de Saint Jean et de la Madeleine au pied de la croix. Et surtout, ce qui est frappant, alors c'est un tableau immense qui fait un peu plus de 4 mètres de haut, il est dans le grand retable principal de l'église du collège du Puy-en-Velay. Je ne sais pas si vous connaissez le Puy-en-Velay, mais enfin, si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est quand même un endroit extrêmement prégnant. Donc, cette grande crucifixion est au fond de l'église et quand on rentre, on a quasiment un choc visuel en raison notamment de l'éclairage adopté par Guy François, un éclairage typiquement caravagesque, avec cette utilisation du clair obscur, des fonds sombres, qui sont toujours ou neutres, ou gris, ou bruns, ou noirs, comme ici, et un éclairage extrêmement violent sur les personnages. Et ça, donc, c'est typiquement caravagesque, c'est ce que fait Caravage et ce que font les peintres caravagesques à Rome. Il peint 3 tableaux en réalité pour l'église du collège, donc la Grande Crucifixion, et puis de part et d'autre, dans les bras du transept de l'église, une adoration des bergers qui est datée de 1621, signée et datée, et un miracle de la Vierge, donc la Vierge et l'enfant Jésus apparaissant à Saint Ignace de Loyola, donc le patron des Jésuites, qui est canonisé en 1622. Donc le tableau n'est pas daté, mais il date vraisemblablement de la canonisation d'Ignace de Loyola. Il y a une différence entre l'adoration des bergers, qui est donc, elle, encore d'esprit caravagesque. Guy François a très vraisemblablement connu Caravage, comme je vous l'ai dit, mais il a surtout connu un artiste qui travaillait dans l'orbite de Caravage, Carlo Saraceni. Les historiens de l'art ont coutume de diviser le caravagisme en 2 branches. Les caravagesques, je dirais presque canal historique, si vous me permettez cette expression, qui font des scènes
avec peu de personnages souvent représentés à mi-corps, un fond sombre, une lumière de clair-obscur. Et cela, c'est plutôt les artistes, le plus grand artiste en français caravagesque, c'est Valentin de Boulogne, dont il y a eu quelques années une exposition au Louvre. Et puis de l'autre côté, vous avez des caravagesques qui passent par le truchement de cet artiste qu'on appelle Carlo Saraceni, qui est d'origine vénitienne, qui a fait une grande partie de sa carrière à Rome. Et Carlo Saraceni peint des peintures beaucoup plus claires, avec beaucoup de couleurs. Il est vénitien, donc il adore la couleur. Et Guy François, on peut le rattacher plutôt à ce courant saracenien de la peinture caravagesque. Mais Guy François connaît aussi ce qui se fait donc à Rome à cette époque-là. Je vous ai dit, c'est un creuset de la peinture occidentale, Rome dans les années 1600-1620, et notamment travaille à Rome de jeunes artistes comme Guido Reni, comme Annibal Carrach, qui meurt en 1609 et qui travaillait à la décoration du Palais Farnèse, l'ambassade de France à Rome. Et donc Guy François va s'essayer un petit peu à d'autres tendances que le caravagisme pur, notamment là, à travers ce tableau, on voit qu'il connaît la peinture bolognaise des années 1600-1620. On est plutôt du côté donc de Guido Reni quand on regarde avec des fonds dorés, enfin essentiellement des fonds dorés. Les personnages sont toujours les mêmes. Guy François va peindre beaucoup d'adoration des bergers. Il en fait une bonne dizaine. Alors il se répète quand même de temps en temps. Je suis désolé, là c'est un tableau extrêmement difficile à prendre, à photographier. Je vous dis, ces tableaux sont quasiment tous conservés dans des édifices, dans des églises pour la majorité d'entre eux, et donc bien souvent difficiles à photographier. Donc vous avez une photographie en noir et blanc, mais on retrouve donc toujours ce même type de composition, vous voyez, avec l'enfant Jésus au centre, la Vierge qui le regarde, et de part et d'autre donc des bergers. Il est caravagesque en ce sens qu'il représente des personnages de la réalité. Ces modèles, il va les chercher parmi les paysans du Velay. Il a une grande capacité à représenter la matière, les matières comme la bure, comme les tissus qu'on trouve sans doute au XVIIe siècle, qui habillent les habitants du Puy et de la région du Puy. Il a aussi une grande capacité à représenter les animaux. Ces animaux sont quasiment vivants quand on regarde ces tableaux. Il aime beaucoup visiblement les animaux, et dans ces tableaux, vous verrez souvent, donc, dans ces adorations des bergers, beaucoup d'agneaux, beaucoup de moutons, des personnes, des femmes qui portent, comme ici, on le voit, la femme de gauche porte un panier d'osier avec des poules en guise d'offrande donc à l'enfant Jésus qui vient de naître. Et puis donc toujours ces fonds sombres assez uniformes. Sa peinture est diffusée assez loin, donc comme je vous le disais, un de ses chefs-d'œuvre, de mon point de vue, c'est ce Saint Bruno à Schillace, donc la figure de ce saint ermite, le créateur de l'ordre des Chartreux. Et c'est un tableau qui se trouve à Bordeaux, à l'ancienne église des Chartreux de Bordeaux, à Saint-Bruno des Chartreux. Et là, on a un jeu à la fois de lumière très belle qui vient donc du haut et qui se diffuse sur le vêtement du saint, qui nourrit tout ce travail de drapé du vêtement du saint. Et puis un jeu assez subtil dans des tons de camailleux, de brun, de gris, de bleu. Donc le saint ermite est dans sa grotte, il médite, il a renoncé au pouvoir de ce monde, il a renoncé à sa crosse d'évêque, et donc il médite sur le crâne et sur le crucifix. C'est un beau tableau si vous allez à Saint-Bruno des Chartreux. C'est une église qui se trouve un petit peu en dehors du centre-ville, près du cimetière
de Bordeaux. C'est l'ancienne église des Chartreux. Et dans la grande nef à droite en rentrant, vous verrez, et on ne peut qu'être, à mon avis, frappé par la beauté de ce tableau. C'est un tableau qui doit faire à peu près 2,50 m de haut. Donc tous ces tableaux ont toujours été connus dès l'origine. Là, on est dans les années 1620-1625. C'est l'archevêque de Bordeaux, grand collectionneur, Monseigneur de Sourdis, qui a vraisemblablement commandé ce tableau. Mais en 1974, donc, on n'a que 25 œuvres à se mettre sous la dent, si je puis dire. Et donc, les historiens de l'art, à commencer par Pierre Rosimbert, que je citais précédemment, vont essayer de reconstituer notamment ce que l'artiste a pu peindre en Italie. On ne sait pas aucune œuvre de la période italienne, donc des années 1600-1613 peut-être, au moins 1608 jusqu'en 1613, on n'a retrouvé aucune œuvre dans les églises romaines ou dans les inventaires des collections romaines, assurément de Guy François. D'abord parce qu'il a un nom passe-partout. Guy François, c'est deux prénoms, donc Guido Francesco. Des Guido Francesco dans les archives romaines, vous en avez des quantités industrielles, et donc impossible de savoir lequel est le mien, en quelque sorte. Et donc c'est une reconstitution, sa période italienne, qui a été faite par les historiens de l'art, dont moi pour certains tableaux. Et le premier tableau qu'on lui a donné, c'est Pierre Rosimbert qui lui donne en 1974, c'est cette Sainte-Cécile et l'Ange qui se trouve à la Galerie nationale du Palais Barberini à Rome et qui était, et qui est encore pour les Italiens, donné à Carlo Saraceni. Alors Carlo Saraceni, c'est pas n'importe quel peintre, je vous ai dit, c'est un des deux chefs de file du courant caravagesque après Caravage. C'est un grand artiste, un immense artiste même. Il y a eu une exposition en 2013 qui a reconstitué l'œuvre de Saraceni donc à Rome. Et donc Pierre Rosimbert a donné ce tableau non plus à Saraceni, mais à Guy François. Donc je ne vous raconte pas les querelles entre historiens de l'art. Naturellement, les Italiens penchent toujours pour dire que cette Sainte-Cécile et l'Ange est plutôt de Saraceni, alors que les historiens de l'art français, non pas par chauvinisme, mais c'est comme ça, considèrent qu'elle est de Guy François, les anglo-saxons étant tantôt pour les uns, tantôt pour les autres. Donc c'est à partir de cette Sainte-Cécile qu'on a reconstitué la période italienne de Guy François. Alors, notamment, on lui a donné, et ça, il n'y a plus beaucoup d'incertitudes aujourd'hui, ce Saint-Charles-Borromée qui est au musée Granet à Aix-en-Provence. Donc on retrouve toujours les mêmes types de personnages avec des doigts un peu fuselés, toujours le même type de composition avec ces fonds sombres, toujours ce même type de lumière. Et toujours ces natures mortes, parfois un peu brinque-ballantes. Là, ça ne tient pas vraiment la route, ça tomberait si on était dans la réalité. C'est sans doute un tableau encore assez tôt dans la carrière, vers 1610, 1613. En revanche, on a déjà cette façon de traiter la matière qui est assez caractéristique de l'artiste. Je lui ai donné, moi, ce Saint-Jean-Baptiste, qui est à la collection Doria Pamphili, une des grandes collections romaines qu'on peut encore voir aujourd'hui, donc au palais Doria Pamphili. Pierre Rosimbert lui a donné cette Sainte Famille dans l'atelier de Joseph, qui est aux États-Unis, à l'Athénéum de Hartford, qui en réalité provient d'une collection ardéchoise. Elle a été vendue par le commerce d'art français et international au musée de Hartford, mais on sait que le premier acheteur français en 1967 de mémoire est un antiquaire français qui l'achète à une famille ardéchoise. Donc il y a pas très loin d'Annonay. Or le puits Annonay, c'est quelques dizaines de kilomètres. C'est le Vivarais qui était la province jouxtant le Velay. Donc il y a d'abord pour des raisons historiques et ensuite pour des raisons stylistiques toute chance que ce tableau revienne bien à Guy François.
De même, je lui ai donné, moi, un peu plus récemment, en 2010, le tableau de gauche, qui est un martyr de Sainte-Cécile, qui est vers 1610 et qui est conservé aux États-Unis, à Austin, alors qu'on a une autre version par Carlo Saraceni, qui est conservé au LACMA à Los Angeles. C'est pas le même peintre qui a peint les deux tableaux, je crois que c'est assez évident. Chez Guy François, il y a une espèce d'intériorité, de calme, de repos qu'on voit dans ces tableaux, alors que chez Saraceni, qui est un peintre plus brillant, il faut le reconnaître, on a une espèce d'exubérance, ça bouge tout le temps. Regardez la manière dont les personnages sont campés chez Carlo Saraceni, ils sont toujours un peu en déséquilibre, alors que chez Guy François, c'est quelque chose de bien campé et de posé. Donc, pour moi, celui de gauche revient à Guy François et celui de droite à Carlo Saraceni. Et sans doute que les artistes ont peint les deux tableaux au même moment à Rome. On sait que Carlo Saraceni aimait beaucoup s'entourer d'artistes français et très vraisemblablement Guy François a travaillé auprès de Saraceni. Après 1974, on a continué à faire des découvertes. Plusieurs historiens de l'art, des conservateurs, et moi également, heureusement, et notamment donc dans la région du Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay même, j'ai pu découvrir dans la chapelle des pénitents du Puy-en-Velay deux tableaux, alors que tout le monde passait devant tous les jours, tout le monde les avait vus depuis fort longtemps, mais personne ne les avait donnés à Guy François. Deux tableaux, une Sainte Catherine d'Alexandrie et une Sainte Madeleine, qui sont très proches de l'adoration des bergers de l'église du collège que je vous ai montré précédemment. Donc je les ai inclus dans mon corpus. La Sainte Catherine d'Alexandrie, en réalité, si vous regardez bien, reprend un modèle de Guidorini qui est de la Sainte Catherine d'Alexandrie, qui est dans le couronnement de la Vierge conservé à Bologne. Vous voyez la Sainte Catherine d'Alexandrie qui est à gauche du tableau de Guidorini. Si vous la retournez dans l'autre sens, vous avez celle de Guy François. En fait, Guy François a certainement vu une estampe à partir de laquelle il a pu travailler, ou alors il a vu le tableau de Guidorini lorsqu'il était en Italie. De même que j'ai trouvé ce Saint-Capré entouré de Sainte Martyre qui est dans une église de la Haute-Loire, à Craponne-sur-Arzon. Vous voyez l'état du tableau lorsqu'on l'a trouvé. Alors là, il est déjà un peu dépoussiéré. On savait, que je dis j'étais avec ce qu'on appelle le conservateur des antiquités objets d'art. Donc dans chaque département, nous avons des relais qui nous aident à répertorier et à restaurer les œuvres. Et donc, on était dans l'église de Craponne pour autre chose, et je tombe devant une toile crasseuse, noire, on ne voyait plus rien, mais elle avait un cadre superbe, cette toile, un cadre en bois doré à feuilles de chêne, typiquement de la première moitié du XVIIe siècle. Donc j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire, j'ai pris mon mouchoir, j'ai craché dessus et j'ai essayé de nettoyer un peu le tableau, et c'est ce qui est apparu en dessous. Et là, on n'a aucune hésitation, on est tout à fait dans l'art de Guy François, notamment, je vous le disais, cette capacité à représenter les tissus. Vous voyez les tissus des deux saintes martyrs, c'est de la moire, c'est du satin. Quand on est dessus, on a vraiment l'impression de voir, c'est presque du trompe-l'œil. J'ai eu la chance de trouver dans le Cantal, dans une petite église de montagne, au pied des monts du Cantal, à Chélade, une adoration des bergers. Alors, ce n'est pas le meilleur des tableaux de Guy François, mais il est intéressant en ce sens que là, on voit combien il s'est inspiré des artistes qu'il avait vus à Rome, et notamment donc la sainte Lucie, qui porte ses yeux sur son plateau, donc avec sa draperie jaune, qui est donc qui vient là un petit peu de façon incongrue dans cette composition de l'adoration des bergers. En fait, il l'a reprise de la Sainte Domitille, conservée à Rome dans l'église des Saints Néré et Achille. En revanche, j'ai eu la chance d'identifier
ce qui pour moi est vraiment un des chefs-d'œuvre de l'artiste, ce Saint François en extase, qui est un tableau conservé dans une petite église de campagne au sud de Clermont-Ferrand, à La Sauvetat, entre Clermont-Ferrand et Issoire, donc dans le Puy-de-Dôme. Un Saint François en méditation qui là, alors pour le coup, est tout à fait caravagesque. Vous voyez cette façon d'éclairer le visage dont une partie est laissée dans l'ombre, façon d'éclairer donc les mains du saint qui est à la fois en méditation et en extase, et qui en réalité donc se rapproche d'autres tableaux, notamment d'une déploration sur le Christ mort qui est signé et daté, et dont le visage du Christ est tout à fait proche de celui de ce Saint François de l'église de la Sauvetat. Si vous passez par là, l'église est souvent ouverte, on peut voir le tableau. Pour le coup, la photo ne rend pas du tout compte, mais c'est un superbe tableau, sans doute un des chefs-d'œuvre de la peinture française de cette première moitié, de ce premier tiers des années 1630-1635. De même qu'on a découvert, alors là c'est pas moi, c'est un de mes collègues, Guillaume Kins, qui faisait un voyage en Amérique du Sud et qui a découvert au musée de Buenos Aires cet ange gardien, qui est un grand tableau qui fait un peu plus d'1,70 m, et qui lui a tout de suite... il était attribué à un artiste italien, Caracciolo. Ça n'a strictement rien à voir à Caracciolo. Et Guillaume Kins assure connaître Guy François. Il se trouve que Guillaume Kins, qui a été conservateur au Louvre, qui est maintenant parti aux États-Unis, avait été précédemment inspecteur des monuments historiques pour l'Auvergne. Donc il savait ce que c'était qu'un Guy François. Donc il me l'a signalé. Donc découverte assez récente, d'il y a 4 ou 5 ans à peu près. Le musée Crozatier du Puy-en-Velay a aussi pu acheter des tableaux, pas beaucoup, mais a pu constituer une salle du grand peintre de la ville du Puy-en-Velay. Et notamment, donc, il a acheté en 1982 ce tableau un peu archaïque représentant les Saint Ignace d'Antioche et Saint Polycarpe de Smyrne, qui en fait sont deux saints qui ont défendu le dogme de la transsubstantiation, c'est-à-dire de la présence réelle du Christ dans les saintes, les saintes hosties. Voilà. Donc, c'est un manifeste typique de la contre-réforme, puisque les protestants considèrent que le corps du Christ n'est pas dans les saintes espèces, que c'est simplement un symbole. En revanche, donc, les catholiques considèrent, eux, que le Christ s'incarne réellement dans les saintes espèces. Donc ces deux saints sont un manifeste typique de la contre-réforme. Et là, on peut penser que c'est un tableau de commande. Il est un peu archaïque dans sa composition, en ce sens que c'est le genre de peinture qu'on fait en France autour de 1600, mais qui est déjà archaïque. En revanche, donc, le musée Crozatier a pu acheter un très beau tableau représentant Saint Jean-Baptiste. Il l'a acquis en 1991 dans le commerce d'art parisien. Et vous voyez, donc là, on est là encore dans une représentation typiquement caravagesque. Alors, c'est un caravagesme relativement atténué, en ce sens que, si vous regardez les tableaux de Caravage, Caravage représente des vauriens, représente des garnements avec des pieds sales, avec des vêtements déchirés. Ça n'est jamais le cas chez Guy François. Il y a toujours une espèce de bienséance dans sa peinture, et ces personnages ne sont pas des traînes savates qu'il aurait pu trouver dans la rue, à la différence de Caravage. Ce sont sans doute des modèles réels qu'il trouve au Puy-en-Velay ou dans les campagnes du Velay, mais il les représente toujours de façon bienséante. Il n'y a jamais d'outrance dans cette peinture de Guy François. En revanche, regardez le petit agneau donc, qui est en bas à gauche, là, on a l'impression qu'il va vous parler quasiment, quoi. C'est quelque chose que Guy François sait très bien représenter. Guy François était obligé de travailler pour des commanditaires, donc il n'était pas complètement libre de faire la peinture qu'il avait envie de faire. Ces tableaux étaient destinés, comme je vous l'ai dit,
à orner les églises pour l'édification des populations et pour la diffusion du dogme catholique. Et il travaillait aussi donc pour des couvents du Puy ou de la moitié sud de la France. Et notamment, donc, il a travaillé beaucoup pour les franciscains du Puy-en-Velay. Il avait peint une douzaine de toiles représentant des martyrs franciscains qui ont subsisté pratiquement jusqu'à la Révolution. Au moment de la Révolution, ils sont encore 12 dans le réfectoire des franciscains du Puy-en-Velay. Et puis après la Révolution, on perd un peu leurs traces et ils réapparaissent au XXe siècle chez les sœurs Clarisse du Puy-en-Velay, mais il n'en reste que 6. Et les sœurs Clarisse du Puy-en-Velay donc, ont décidé, voici une vingtaine d'années à peu près, de les déposer au musée Crozatier. Donc c'est des martyrs franciscains, et là Guy François donc, les représente comme s'ils étaient encore vivants, mais avec l'instrument de leur martyr, quand on le connaît, des poignards, des haches, et la palme du martyr que tient chaque martyr catholique. Et ils sont représentés dans leur habit franciscain et dans des niches feintes en architecture. Ce sont des martyrs, en fait, ces 12 martyrs franciscains, on les connaît bien, je ne vais pas vous raconter leur histoire, c'est des franciscains qui étaient partis évangéliser l'Afrique du Nord au XVe et XVIe siècle et qui ont donc été trucidés par les populations d'Afrique du Nord. Alors, en revanche, la série des 12 martyrs franciscains, on peut la reconstituer à travers des copies que j'ai eu la chance de trouver à Valence, donc dans la Drôme, dans l'ancienne chapelle de l'hôpital. Donc il y en a 9 qui correspondent partiellement aux 6 du Puy-en-Velay. Et donc quand on fait le croisement, on arrive à reconstituer la douzaine de tableaux des martyrs franciscains du Puy-en-Velay. Alors, ce qui n'était pas connu chez Guy François et qui est apparu vraiment ces dernières années, ces 10 dernières années à peu près, c'est les dessins. Les peintres caravagesques, théoriquement, ne dessinent pas. Caravage, on le sait, travaillait directement sur ses toiles. Il incisait ses toiles, sa préparation de toiles encore fraîches, et il incisait pour faire le dessin de ce qu'il allait ensuite peindre directement sur la préparation de la toile. Et ensuite, il peignait à partir de modèles qu'il avait en face des yeux. Et les vrais caravagesques, c'est vrai, ne dessinent pas. On n'a pas de dessin de Valentin, on n'a pas de dessin de Manfredi, on n'a pas de dessin de Nicolas Tournier, un des principaux peintres caravagesques français. En revanche, on a des dessins de Carlo Saraceni, et on a donc découvert, quand je dis on, c'est pas moi, des dessins de Guy François. C'est un historien de l'art qui travaille à Paris dans une galerie d'art, Jean-Christophe Baudéquin, qui a trouvé les premiers dessins de Guy François. Il en a trouvé une dizaine, et aujourd'hui on arrive à un corpus d'environ une vingtaine de dessins de Guy François, qu'on a souvent, ce qui est étrange d'ailleurs, pu rapprocher des tableaux de l'artiste, et notamment de ceux du Puy-en-Velay. Par exemple, donc, vous voyez 2 dessins, l'un qui se trouve à Oxford et l'autre qui se trouve dans une collection particulière de la Loire, qui sont des dessins préparatoires à un grand tableau conservé dans une église du Puy-en-Velay, la Vierge et l'Enfant Jésus apparaissant à Saint-François. Vous voyez. On a par exemple cette Sainte Catherine d'Alexandrie qui a été acquise assez récemment par le musée Paul Dupuy à Toulouse. J'ai trouvé un Saint Jean-Baptiste dans les collections de Chicago. Jean-Christophe Baudéquin a trouvé dans les collections du Louvre un Saint François en prière qui reprend également un tableau de l'artiste en Haute-Loire. Et puis on a surtout cette grande mise au tombeau qui a été acquise par l'Ashmolean Museum d'Oxford. Grande mise au tombeau que Guy François donc a dessinée, mais pour laquelle il s'est inspiré de la mise au tombeau de Caravage,
qui est conservé à la Pinacothèque Vaticane à Rome. Vous voyez donc le tableau de droite qui est du Caravage et le dessin de Guy François, où on voit qu'il redresse la composition, il en fait une composition frontale, alors que Caravage en donne une vision légèrement décalée, mais la composition est assez sensiblement la même. Le tableau de la mise au tombeau de Guy François, je ne l'ai pas retrouvé, enfin on ne sait pas s'il existe, vraisemblablement il a existé, mais il a disparu. En revanche, on en connaît une copie conservée que j'ai trouvée dans une église de la Drôme à Claveyson, une petite église paroissiale, vous voyez, qui reprend donc la composition de Guy François. Enfin, j'ai eu la chance de trouver... je vous raconte l'anecdote parce que c'est vraiment par hasard. Un jour, en feuilletant la gazette de l'hôtel Drouot, je tombe sur un dessin qui allait être vendu par le Crédit municipal à Lyon. Je me précipite pour appeler le Crédit municipal qui me dit oui, on va les vendre. Il y a tout un portefeuille, une quinzaine de dessins. Bon, j'ai dit mais est-ce que vous pouvez me mettre en rapport avec le vendeur? Ah non monsieur, c'est interdit, etc. Bon. Donc je me dis c'est perdu, c'est raté. Il va falloir à ce moment-là, j'étais en vacances en Italie et je feuilletais la Gazette de Drouot en Italie. Bref, je me dis c'est fichu, je vais jamais pouvoir trouver ces dessins. Je donne quand même mon nom et mes coordonnées au Crédit municipal de Lyon et j'ai eu la chance que le vendeur, qui finalement n'a pas vendu ses dessins d'ailleurs, me rappelle et j'ai pu ainsi les voir tous ensemble dans une collection, donc une propriété de la Loire du côté de Montbrison. Donc tout un portefeuille en vrac qui en réalité provenait du Puy-en-Velay, m'a dit le propriétaire, parce que sa famille était originaire du Puy-en-Velay. Donc voilà une découverte qu'on fait assez rarement et on est évidemment tout content quand on trouve ce genre de choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces dernières années, depuis disons une quinzaine d'années, apparaissent assez régulièrement en vente publique des œuvres qu'on ne soupçonnait pas. Tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent étaient des tableaux de retables, donc des grands formats. Je vous dis, la crucifixion du Puy-en-Velay, l'église du collège, elle fait 4 mètres et quelques, un tableau immense. Et ce qu'on trouve donc dans les églises du Velay ou d'Auvergne ou ailleurs, ce sont des grands tableaux de retables qui font souvent autour de 2 mètres de haut. En revanche, des petits formats, on n'en connaissait absolument pas. On en avait une trace dans une collection au XIXe siècle, une petite Sainte-Madeleine sur cuivre, mais qui a été perdue. Et je suis un assidu des ventes publiques, ça fait partie de mon métier, je considère, et donc j'épluche les ventes, les catalogues de vente, et je me rends régulièrement dans les salles de vente. Et donc j'ai eu la chance d'une part d'identifier une jolie adoration des bergers. Alors, c'est pas un tableau d'église, mais c'est quand même un tableau de retable, il doit faire 1,20 m de haut quand même, qui a été acquis par des collectionneurs français, le professeur et madame Milgrom, qui collectionnent la peinture française du XVIIe siècle. Je leur ai signalé, ils l'ont acheté, donc était vendu à Londres chez Sotheby's de mémoire. Et ce qui est assez curieux, c'est que l'année d'avant, j'avais pu trouver chez Philips à Londres un autre tableau de Guy François, qui était mal attribué naturellement, et qui, comme vous le voyez, sont tous les deux exactement semblables, mais pas de même dimension. Guy François se répétait quand même assez fréquemment. Il faisait souvent des grands formats qu'il déclinait ensuite dans des petits formats. Donc celui de droite est assez petit. Je l'ai vu, de mémoire, il fait moins d'1 mètre, il doit faire 60-70 cm de haut au maximum. De même qu'est apparue il y a quelques années cette jolie Vierge à l'enfant apparaissant à Saint-Bruno, qui a été acquise par le musée Crozatier. Et les tout petits formats, là en revanche, donc, alors, je vous en ai apporté un, vous ne me le perdez pas, vous me le rendez s'il vous plaît. C'est le plus petit Guy François que vous pourrez voir sans doute, enfin aujourd'hui connu. C'est une petite... je vous le fais passer. Vous me
le rendez s'il vous plaît. C'est un tableau que j'ai eu la chance donc de trouver comme ça à l'hôtel Drouot, qui était vendu dans une vente sans catalogue, comme école française 17e. Bon, évidemment, ça m'a tout de suite frappé et j'ai pu l'acquérir pour pas grand-chose en réalité. Et donc, toutes ces dernières années, vous pouvez voir, si vous avez un peu l'œil et si vous savez ce qu'est Guy François, mais vous saurez une fois la conférence terminée et quand vous aurez peut-être acquis mon livre, on voit passer maintenant assez régulièrement donc ces tout petits formats qu'on ne soupçonnait absolument pas, quasiment pas, des petits tableaux sur bois comme celui-là, des petits tableaux sur cuivre, même des petits tableaux sur carton. Vous voyez la petite adoration, la petite Sainte Famille avec l'enfant Jésus dormant là à droite. Je l'ai vu donc ce tableau. C'est une huile sur carton, ce qui est extrêmement rare pour un artiste du XVIIe siècle. De même que est passé tout récemment, l'année dernière au mois de juin, chez Sotheby's à Paris, un cuivre représentant donc non, pas celui-là, ça c'est la Vierge apparaissant à Saint-Antoine que j'ai découvert dans une église de l'Allier, mais qui est un petit cuivre grand comme ça à peu près. Oui, c'est ce cuivre-là. Alors, il n'est pas encore nettoyé. Je l'ai fait acheter par un collectionneur parisien. Il est passé donc chez Sotheby's l'année dernière. Il était vendu comme un Guy François, là. D'autant qu'on connaît le tableau, le grand tableau que je vous ai déjà montré d'ailleurs, conservé au Puy-en-Velay. Donc, c'est une reprise sur cuivre de cette composition conservée à l'église des Carmes au Puy-en-Velay. Donc, l'apparition de la Vierge et de l'Enfant Jésus à Saint-François. Donc voilà, c'est des choses que vous pouvez encore voir. Je pense que les grands formats, j'espère en tout cas, j'ai quasiment fait le tour. J'ai dépouillé tout ce qu'on pouvait dépouiller comme base de données, comme photographie, etc. pour toute la France. Merci beaucoup. Et je pense que les grands formats, on n'en verra plus beaucoup apparaître. En revanche, des petits tableaux comme ça de cabinet qui étaient destinés à des amateurs pour la dévotion privée, ça peut encore apparaître. Il en est passé un il y a 3 semaines à Périgueux. Vous voyez, donc ça continue. De même, j'ai fait acheter par un autre collectionneur parisien, avant que ça ne rentre un jour dans un musée français, cette jolie Annonciation qui est à peu près grande comme cela, une peinture sur toile qui avait été mal identifiée par l'expert qui donnait ça à l'école italienne du XVIIe siècle. Voilà. Donc voilà les choses qui peuvent apparaître. Alors, je vais en terminer. Guy François, donc, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord un peintre religieux, avant tout. Il a néanmoins fait d'autres travaux que des peintures de chevalet ou des peintures de retable. Il a, comme tous ces artistes un peu provinciaux, et même à Paris d'ailleurs, on lui demandait de faire plein de choses. On lui demandait de faire des décors pour les entrées de personnages importants au puits. On lui a demandé par exemple de dessiner des anges pour orner ce qu'on appelait la Cadaraïta, qui était en fait un grand reliquaire en argent qui avait été offert par le roi Louis XI à la cathédrale du Puy-en-Velay pour abriter la Vierge Noire du Puy-en-Velay. Et donc au XVIIe siècle, les chanoines de la cathédrale du Puy ont voulu magnifier davantage ce reliquaire, cette Cadaraïta, et ils ont demandé à des orfèvres donc de faire 2 grands anges en argent doré sur le dessin de Messire Guy François. J'ai retrouvé la pièce d'archive. Donc on lui demandait de faire ce genre de choses. Donc voilà les 2 anges dans l'estampe du centre de la diapo là. Vous voyez 2 anges qui portent des flambeaux, donc ils sont du dessin de Guy François, et très vraisemblablement Guy François s'est souvenu d'un tableau de Carlo Saraceni qui est conservé à Rome à San Bernardo alle Terme, qui représente la Vierge de Notre-Dame de Lorette, donc une Vierge noire elle aussi, et qui est encadrée, comme vous le voyez, par 2 petits angelots portant des chandeliers.
Et on retrouve la Kadaraïta avec les deux anges en argent doré dans d'un autre tableau du fils de Guy François, Jean-François, conservé à la cathédrale du Puy-en-Velay. De même, ce dont je suis aujourd'hui certain, c'est que Guy François a travaillé pour les liciers de la Marche, les liciers d'Aubusson, les liciers de Felletin et les liciers de Saint-Sylvain-Bellegarde en Marche, donc département de la Creuse actuelle. Je le sais parce que on a des pièces d'archives, plusieurs pièces d'archives qui nous disent qu'en tout cas il y a des relations entre Guy François et ces liciers de la Marche. Une pièce d'archive nous dit que Guy François prend en apprentissage chez lui au Puy-en-Velay le fils d'un peintre de tapisserie de Felletin, 1637. Il est le parrain du fils d'un licier de Felletin. Une de ses cousines va épouser un licier d'Aubusson. Donc il y a tout un tas de liens qui font penser que Guy François a très vraisemblablement donné des cartons de tapisserie pour les liciers de la Creuse, de la Marche. Seulement, pour le moment, je n'ai pas retrouvé de tapisserie d'après les cartons de Guy François. De même, ce dont on est certain, c'est qu'il peint des portraits. Jusqu'à ces dernières années, on ne connaissait que le portrait qui n'a pas été peint en face du saint, du futur saint François Régiste, l'apôtre du Velay au XVIIe siècle. En revanche, donc, les textes nous renseignent et nous disent que messire Guy François a peint le portrait de saint François Régis. Et puis, j'ai eu la bonne fortune de trouver dans une vieille maison, une illustre maison de la Haute-Loire, un portrait représentant le vicomte Armand de Polignac. Donc les Polignac, pour ne pas les nommer, étaient la principale famille du Velay au XVIIe siècle. Et on sait par le testament de Guy François qu'à sa mort, la famille de Polignac lui doit quelques milliers de livres pour des portraits peints. Et j'ai eu la chance donc de retrouver ce portrait peint. Enfin, il a peint des décors civils, on en connaît au moins deux, en tout cas des épaves. L'un représentant, on n'arrive pas bien à identifier le sujet, je n'arrive pas à l'identifier. Il a peint cette série de figures féminines qui est conservée au château d'Olteribe dans le Puy-de-Dôme. Et puis il a peint une série de femmes fortes, donc des femmes illustres de l'Antiquité, pour un autre château de la Haute-Loire. Et enfin, je fais attention à l'heure, Guy François a fait des décors sur des peintures murales ou des peintures sur voûte. Alors, au moins à 2 reprises. La première fois, c'est naturellement au Puy-en-Velay et naturellement pour les jésuites. Guy François est le grand peintre des jésuites pour la moitié sud de la France. On retrouve des peintures dans les anciennes églises jésuites de Guy François, à la fois au Puy-en-Velay, naturellement, mais également dans l'ancien collège des Jésuites à Mauriac, dans le Cantal, dans l'ancienne église des Jésuites à Billon, dans le Puy-de-Dôme, dans l'ancienne église des Jésuites à Montpellier, Notre-Dame-des-Tables, dans l'ancienne église, dans l'ancien couvent des Jésuites, mais là ils ont disparu, à Toulouse, on le connaît par les archives, à Cahors, etc., etc. Donc ça a été vraiment le peintre attitré de l'ordre des Jésuites dans la première moitié du XVIIe siècle pour le sud de la France. Et donc dans l'église du collège au Puy-en-Velay, Guy François va peindre un grand décor sur la voûte de l'église, dans la voûte du chœur de l'église, un décor représentant l'église triomphante, avec donc à la fois la Trinité, donc représentée par la colombe du Saint-Esprit qui est au centre de la composition, Dieu le Père et le Christ, et toute une théorie de saints, la Vierge, Madeleine, et dans les écoinçons, quatre grands théologiens de l'Église. Et sur les parois
de part et d'autre donc, de cette voûte. Ça fait à peu près 150 mètres carrés, ce décor. Sur les parois de la voûte, il a représenté les grands saints de l'ordre des jésuites qui sont représentés donc, dans des niches. Saint Ignace, Saint Stanislas Koška, je ne me souviens plus des deux autres, vous m'excuserez. Donc il a peint des décors. On est là en 1635-37. C'est très précoce en France à cette époque, c'est extrêmement courant en Italie. Toutes les églises de Rome ont leur coupole peinte. C'est beaucoup moins fréquent en France. On peut comparer. Alors, il y a un autre exemple à Lyon, chez les Carmes de Lyon, de mémoire, mais qui est un peu postérieur. Et puis, il y a un autre exemple dans l'église des Carmes à Paris, qui est sensiblement de la même époque, peint par un artiste liégeois dont j'ai oublié le nom. Donc, Guy François est un des premiers artistes français du XVIIe siècle à savoir faire des grands décors peints. Ce que ne savaient plus tellement faire les gens comme Georges Lallemand qui peignait à Paris dans les années 1615-1620. Donc il va réintroduire cette notion du grand décor dans l'architecture française. Alors pour le coup, là, il n'est absolument pas caravagesque. Les peintres caravagesques étaient incapables de peindre des grands décors. C'est une qualité qui est particulière. Alors, ce n'est pas un peintre caravagesque, mais Nicolas Poussin, quand il vient à Paris dans les années 1640, de mémoire, le roi lui confie le décor de la grande galerie du bord de l'eau au Louvre, et Poussin n'y arrive pas. Poussin est un peintre de tableaux de chevalet pour des collectionneurs privés. Poussin ne sait pas peindre des grands décors. Il va falloir attendre l'arrivée de Simon Vouet pour retrouver cette capacité à peindre des grands décors. Donc un exemple de grand décor. Alors malheureusement extrêmement restauré. Il y a quelques parties vraiment anciennes, notamment la figure de... Voilà les parties anciennes. La figure du Christ, la Sainte Cécile qui joue de l'orgue, la Vierge. Tout le reste a été horriblement restauré à 2 reprises au XIXe et au début du XXe siècle. Et puis il peint un petit décor pour les jésuites également à Cahors, dans l'ancienne église des jésuites de Cahors, une petite chapelle dédiée à Saint-Joseph qui malheureusement a été massacrée par des mauvais restaurateurs il y a quelques années, mal surveillée par mes collègues des monuments historiques, il faut quand même le reconnaître. Mais j'avais trouvé une mauvaise photographie à la documentation du ministère de la Culture et qui m'a tout de suite fait penser à Guy François. Donc je suis allé à Cahors et effectivement donc, c'est un décor qui représente donc Saint-Joseph entouré de 4 vertus, dont l'une reprend exactement, vous voyez le voûtin à droite de la diapositive, vous voyez que le personnage féminin reprend exactement le même costume que la Sainte Martyre du tableau de Craponne que je vous ai montré précédemment. Alors, conclusion de tout cela. Je ne vais pas vous dire que Guy François est un petit peintre de province de seconde zone. De mon point de vue, et je crois que c'est quand même partagé par la majorité des historiens de l'art, c'est un grand artiste. C'est pas le plus grand, ce serait prétentieux, mais en tout cas c'est un grand artiste de qualité qui a connu cette ère de diffusion extrêmement large, de la vallée du Rhône jusqu'à Bordeaux et de Ghana au nord, dans l'Allier, jusqu'à Montpellier au sud. Donc tout ça, dans toutes ces régions, vous allez trouver de la peinture de Guy François. Il a travaillé pour les plus grands ordres religieux de l'époque. Il a laissé un atelier. Il avait un fils peintre, il avait un frère peintre, il avait un gendre peintre. C'est typique de cette époque où on construit des ateliers. Et je pense qu'il y a encore du travail. Ce sera pour mes successeurs, vraisemblablement. Mais en tout cas, donc, je pense que les 2 tableaux que vous avez là sous les yeux, Le repas à Emmaüs de Nantes et Thétis faisant forger les armes d'Achille, la forge de Vulcain, donc, qui est conservée au château d'Effia dans le Puy-de-Dôme, sont 2 tableaux
du même peintre, ils sont anonymes pour le moment, mais ils ont très très vraisemblablement, cet artiste a travaillé chez Guy François, auprès de Guy François. Donc on peut, je pense, encore reconstituer comme ça un corpus d'un autre artiste qui a connu, côtoyé et qui a sans doute travaillé auprès de Guy François. Voilà. Allez en Auvergne, il fera beau là, ça sera la bonne saison, et notamment aller au Puy-en-Velay. Je pense que vous aurez un choc visuel en rentrant notamment dans l'église du collège du Puy-en-Velay, où vous verrez ces trois merveilleux tableaux et ce grand décor de la voûte. Voilà, je vous remercie.